Bonjour tout le monde! Ici, un peu de crime dans ton café! Je suis votre animatrice Catherine et comme d'habitude, je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Ça va pas trop mal. Et toi, Catherine, comment ça va? Ça va bien. Je suis assise dans une chaise berçante aujourd'hui. C'est le fun pour enregistrer, c'est confortable. Ah, moi, je suis sur un tapis de yoga. Alors, je médite et c'est très le fun. Alors aujourd'hui, Audrey, c'est toi qui nous raconte un cas et c'est moi qui présente un café. Hey, on est donc concept. On est toujours bien coordonnés de même. Ça n'a pas d'allure. Fait que aujourd'hui, je vous présente un café qui nous a été offert par un de nos gracieux sponsors. J'ai nommé le Roasted Bean Box. Donc, essentiellement, le Roasted Bean Box est la première entreprise à offrir un service d'abonnement café personnalisé grâce à l'intelligence des données. Donc, chaque mois, leurs abonnés peuvent évaluer leur café, ce qui permet à Roasted Bean Box d'identifier leurs préférences et de leur offrir des cafés personnalisés et à leur goût les mois suivants. C'est une compagnie qui est éco-responsable, c'est très important pour eux, c'est pourquoi ils opèrent selon un modèle ville à ville, city to city. Donc, ils torréfient et distribuent toujours dans la même ville. Ils sont actuellement uniquement dans la grande région de Montréal. Leurs cafés sont aussi emballés dans des sacs qui sont 100% compostables et ils encouragent leurs clients à réutiliser la boîte d'expédition pour avoir $1 de rabais à chaque réutilisation. Donc, c'est un service de distribution de café. Si vous êtes dans la région de Montréal, je vous conseille de vous renseigner sur les services du Roasted Bean Box. Et aujourd'hui, le café que nous buvons est un café qui s'appelle Simbu, qui vient de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un café qui a des notes d'abricot, de thé noir et de biscuit Graham. C'est un café qui est très doux et moi je trouve qu'il est idéal pour le matin parce qu'il est pas trop sucré et qu'il est pas trop acide non plus. Donc moi je prends mon café avec du lait et pour faire du café au lait, c'est vraiment parfait. Donc c'est le Simbu du Roasted Bean Box. Merci beaucoup au Roasted Bean Box pour votre soutien et votre support. OK, alors aujourd'hui Audrey, Yes! tu vas nous parler d'un criminel notoire. Oh yeah! Oh yeah! Il a marqué l'histoire du Québec un peu comme Monica la mitraille et Georges Lemay, c'est vraiment dans nos grandes figures de criminels. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Richard Blass, le chat de Rosemont. Le chat de Rosemont? Oui, on le surnommait le chat. Et je vais vous expliquer pourquoi dans mon texte, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'il aimait pitcher des tasses en bas d'une table. Je vous rassure tout de suite. Est-ce qu'il était comme Catwoman? Comme le film pas très bon avec Halle Berry. Exactement! Il joue au basketball très vite, là. Ch'tac. Puis il grimpe ses murs. Puis il grimpe ses murs. Puis aussi, il se lèche les pattes et tout. Ah. Je sais pas, moi, mon chat, il se lèche le derrière sur la table quand j'essaie de manger. Fait que j'espère qu'il faisait pas ça, mais... Ben, j'espère, effectivement. Alors, mes sources pour cet épisode. Oui. Tout d'abord, un épisode de Tout le monde en parlait qui jouait à Radio-Canada. Mm-hmm. Un article de Éric Veillette pour Historiquement Logique. Mm-hmm. La page Mafia Wikipédia, parce que oui, il y a un Wikipédia entièrement consacré aux mafiosos. Ben voyons, pour vrai? Oui, c'est Mafia Wiki. C'est que des mafieux. Ben là, s'il y a Supernatural Wiki, je pense que la mafia en mérite un aussi. Je pense que la mafia aussi, c'est un sujet qui se mérite son propre Wikipédia. J'espère qu'il y a le District 31 Wiki ou Éric Bruno Wiki. On pourrait juste le partir nous-mêmes, le District 31 Wiki. On devrait! Je pense que toi puis moi, on s'en vient des érudites, là. Ben là, mais on a beaucoup d'expérience. Hey. Fait que Mafia Wiki. Oui. Et un article du Globe and Mail de Alan Hostak qui s'intitule « Montreal tough guy Albert Lisicek was a hard-boiled cop from a bygone era ». Tout un titre. C'est tout un titre. J'espère que moi aussi, ça va être un titre comme ça dans mon obituary quand je vais mourir. Oui, ben j'espère aussi, mon Dieu. Il manquait juste « Who doesn't play by the rules » Yes! pour être un vrai de vrai titre de film de gangster des années 70. Un policier peu orthodoxe. Un policier aux méthodes peu orthodoxes.
Alors, c'était un article qui avait été rédigé suite à la mort de Albert Lisacek, qui est le policier qui avait pris Richard Blass en chasse à l'homme pendant pas mal l'entièreté de sa carrière. Nice! Je vais vous en parler dans ce cas que je vais commencer à vous raconter. Alors, Catherine, est-ce que tu es prête à ce que je mette un peu de crime dans ton café? Dans mon thé? Oui. Ou dans ton thé, peu importe ce que tu bois. Absolument, vas-y! En plus, ça tombe bien, maintenant j'ai des nouvelles lunettes en shape aviateur, alors ça va full bien matcher avec mon cas. On va aller dans Montréal des années 70. Yes! Mais juste avant ça, on va aller en 1945, car Oh. Richard Blass est né le 24 octobre 1945 dans le quartier Villeray, à Montréal. Oh non, c'est un baby boomer. Oui, C'est le baby boom! c'est un baby boomer. C'est l'après-guerre, on fait l'amour. Tout le monde est revenu, on peut faire l'amour. C'est Ça le peut y fun. aller par là. Ça peut y aller par là, tout le monde ensemble, tout le monde en même temps. Yes. Alors, peu après sa naissance, le père de Richard Blass va abandonner la famille. Ah, c'est bon. Il va yeet dans la rue. Mhm. Et même s'il est seulement le cadet de la famille, c'est Richard qui va régner sur sa famille en véritable petit chef. OK. À l'école, on le décrit comme un élève dissipé mais doué. Alors, il était en dissipation. Il était en lune tout le temps, mais aussi en anticipation. Avec une bouteille de gin. Ça m'étonnerait pas. Et il a abandonné après la 9e année pour travailler comme peintre en bâtiment. OK. Pourquoi pas? Mais c'est un bon choix quand même. Ben C'est oui. une bonne carrière, peut être en bâtiment. Ben oui. Bah oui, tu mets ta musique, tu peintures, c'est fun. Tu portes une petite casquette. Tu t'assois sur une grue pour dîner, là, comme toutes les photos des gens qui travaillent sur les skyscrapers à New York. Là. Yes! Yes! Et chapeaute à sa wish! Non, t'en retrouveras pas. Il y a un Cours rat pas qui est parti après. avec. De son propre aveu, assez colérique, il va accumuler dès l'âge de 18 ans et du haut de ses 5 pieds 6 pouces. Nice! Il est à peine plus grand que nous. Je sais, c'est parfait pour nous. Juste un petit peu plus grand, c'est ça qui était C'est un important. petit... Juste comme... On pourrait pas porter de talons hauts avec lui, mais c'est correct parce que j'en porte pas anyway. Ben, moi non plus, c'est ça. Alors... Les pieds rentrent pas là-dedans. non. Ben non, puis je peux pas courir. Après les criminels. Sauf si t'es Noélie dans le District 31. Ouais, parce qu'elle, c'est son pouvoir magique. Mhm. Alors, dès l'âge de 18 ans, il va cumuler des accusations pour assaut, possession d'outils de cambriolage. Je trouvais ça vraiment intéressant comme charge. J'imagine que c'est parce qu'il y avait un crowbar chez lui. Les cutters. Une cagoule, Le stéthoscope pour écouter les coffres de banque, là. un gros sac brun avec un signe de pièce. Un truc en diamant, là, pour couper les Ah vitres. oui. là. Oh, wow. Des armes, du vol et du recel. Pour canaliser sa colère, il va tenter de se tourner vers la boxe, mais le sport va plutôt se révéler être sa porte d'entrée vers une carrière de criminel endurci. En effet, c'est suite à une défaite sur le ring qu'il va commettre son premier crime d'importance en tentant de poignarder Michel Gouin, son adversaire. Ben voyons donc. Si Michel Gouin va se sortir indemne de l'altercation, Blass va plaider coupable à une accusation d'assaut et passer une nuit en prison. Ben, je comprends, c'est-tu. Dès son plus jeune âge, Blass entretenait une fascination pour les criminels de l'époque dont les récits étaient publiés dans les journaux. Bonnie et Clyde Parker, Monica la mitraille, qui était notre épisode 15, si comme Richard Blass vous voulez vous intéresser à elle, et Georges Lemay, qui était notre épisode 17, si vous voulez aussi vous remettre au fait de ces grands criminels. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de grands criminels, c'est ça que j'allais Non. dire? On faisait des cas un peu moins Hey. connus, puis là, on retourne dans les grandes carrières. On est variés, là, les grandes carrières du On crime. vous en offre de la variété, mesdames et messieurs. Mhm. Alors, Richard Blass, même s'il est fasciné par les criminels, il éprouve une haine viscérale à l'endroit de la mafia italienne, qui, à l'époque, contrôlait le territoire où Blass commettait des hold-up, et il en avait assez de devoir leur payer un cote. Alors, Blass voulait être un homme libre de commettre des crimes. OK. Je savais pas que tu devais payer une cote à la mafia, mais en même temps, ça tombe sur le sens. C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant les articles, mais je dois t'avouer que des fois, il y a des choses qui étaient un petit peu dures à confirmer, fait que c'est comme le mieux que j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Mhm. À l'âge de 23 ans, Blass se trouve à la tête d'une bande de petits criminels francophones qui eux aussi en ont assez des Italiens. De plus en plus, le gang de Blass empiète sur le territoire de la mafia et va même aller jusqu'à s'en prendre physiquement aux hommes de main du parrain montréalais, Franco Troni. Cutroni. La tension monte entre les deux parties
Et le 4 mai 1968, deux amis de Blas, Gilles Bienvenu et Albert Ouimet, sont abattus à leur sortie du bar Le Petit Barry, situé sur le boulevard Saint-Laurent. Oui, mais non, il est mort. Cet événement va marquer le début d'un véritable pissing contest entre Blas et la mafia italienne de Montréal. Nice. Ils ont arrosé tous les murs, comme les chiens. Exactement, ils ont marqué leur territoire partout. Là, juste un petit disclaimer que j'ai oublié de faire au début de l'épisode. Je vais nommer beaucoup de noms, mais faites pas d'efforts pour vous en rappeler. C'est vraiment pas important. C'est juste pour pas que je dise tout le temps le complice de Richard Blas, l'ami de Richard Blas. Je vais juste vous dire les noms. Mais le seul nom à retenir, c'est Richard Blas. Forcez-vous pas pour le reste. C'est vraiment pas important. Il n'y a pas de test après. On n'ira pas chez vous avec un petit examen. Stressez pas avec ça. Le seul nom à retenir, c'est qui? Okay. C'est bon, je m'en rappelle, c'est Vincenzo Cotroni. C'est l'inspecteur de quoi? C'est Monsieur Ouimet! Alors, Richard Blas, il était pas mal ambitieux. Le 7 mai 1968, accompagné de son bras droit Robert Allard, alias Ticu. Pauvre lui! Hey, tu rentres dans le crime organisé pis c'est ça le nickname qu'il te donne. Hey, pauvre lui! J'ai pas mis ma vie on the line pour un nickname aussi laid. Non, c'est ça. Alors, Blas va tendre une embuscade à Cotroni afin de le tuer. Le plan va cependant échouer quand un policier en patrouille va repérer Blas et Allard, qui vont parvenir à s'échapper du policier. Mais l'échec ne fera qu'accentuer la colère et la soif de vengeance de Richard Blas. Lui et ses hommes vont commencer à s'en prendre à quiconque est italien, qu'il soit ou non affilié avec la mafia. Oh non! Fait que c'était pas le temps de te promener dehors avec ton bol de spaghetti. Non, c'est ça, c'était pas le temps de vivre dans une petite Italie non plus. Non. Non! Le 26 mai, un garçon de table, Giuseppe Pinouche Colizza. Pinouche! Pinouche. C'est très italien comme surnom. Pinouche. Ah, son surnom, c'est Pinouche? Oui, Giuseppe Ben oui, Pinouche Colizza. Ou c'est peut-être Pinouche. Mais oui, non! Ça sonne comme quelque chose que j'appellerais mon chat. C'est Tiki pis Pinouche! Tiki pis Pinouche. Moi, tu vas m'appeler Barrette, pis l'autre là-bas, c'est Bagel Bite. Pinouche! Oh, tricotin! Non, c'est tout des mafiosos, là. C'est pas des animateurs d'émissions pour enfants, là. Ah non, c'est des animateurs de Kanjo. Le Kanjo de la mafia. Le Kanjo de la mafia! Ok, tout le monde, aujourd'hui, on apprend à faire des deals que les gens ne peuvent pas refuser. À parler avec nos mains. Exactement! Levez vos mains comme ça, là, puis là, vous faites ça comme ça, là. Hey. Alors, Giuseppe Pinouche Colizza va être abattu de 3 balles à la tête par des complices de Blas dans une ruelle qui donnait accès au Tabouret, un établissement alors géré par Willy Pomerleau, un ami des Italiens. Et là, parce qu'il y avait du front tout le tour de la tête, Blas s'est rendu au Tabouret quelques jours plus tard et Pomerleau va lui ordonner de sortir avant de dégainer son arme. Maintenant, si Pomerleau visait Blas à la tête, il va seulement parvenir à l'atteindre à l'avant-bras parce que Blas avait relevé les bras instinctivement pour se protéger. Les bons réflexes. Exactement, comme un chat. Quelques jours plus tard, Robert Ticu alors va ouvrir le feu sur un homme du nom de Joey DeMarco, qui va demeurer paralysé suite à ses blessures. DeMarco n'avait aucun lien avec le crime organisé. Juste un nom italien. Pauvre lui. Ça, c'est comme du racisme, là, ça, là. C'est pas correct. Exactement. Alors, après une couple d'autres échanges de balles, le 20 août 1968, 2 hommes de main de la mafia vont entrer dans une taverne où Richard Blas est attablé pour lui régler son compte. Okay. Blas, qui, chose qui arrivait pas souvent, n'était pas armé, s'est enfui par la porte arrière de la taverne et s'est sauvé sur la Plaza Saint-Hubert pour se magasiner une petite robe de mariée. Et il s'est... Oh! Des petits souliers puis des tissus! Il s'est réfugié dans un magasin de disques. Il va reprendre la fuite au moment où un client fait son entrée dans la boutique, surprenant ainsi les 2 hommes qui vont vider leurs armes mais ne parviendront pas à atteindre Blas. Oh my God! Ils ont vidé des mitraillettes puis ils n'ont pas touché à Richard Blas. Et la légende veut qu'après, ils soient devenus des clones dans Star Wars. Hey, il était pas mal cool. Il était pas mal cute, Richard Blas. Ben, plus jeune. Je suis en train de le googler. Plus jeune, parce qu'après, ça s'est gâté. Ouais, hein? Une semaine plus tard, on va retrouver les corps de Claudette et André Corbeil, un jeune couple associé à la mafia.
Ils ont été ligotés, étranglés et enfermés dans le coffre de leur Cadillac. Oh non. Des témoins affirment avoir vu le couple en compagnie de Richard Blass et de Claude Ménard, un associé de celui-ci. Ils se seraient rendus tous ensemble dans un restaurant de la rue Saint-Hubert avant d'exécuter le couple. Le roi du smoking. Probablement. Vincent Sous-Marin. Oh! Le Casado Alanteyo. C'est toutes des bonnes options. Et maintenant, la balle est du côté de la mafia, qui va localiser Blass dans un motel de banlieue, le manoir de Plaisance. Dans certains articles, on dit Rive-Sud, dans d'autres articles, on dit Montréal, et dans d'autres articles, on dit les Laurentides. J'ai essayé de le googler, puis le seul résultat que ça m'a donné, c'est en France. Le manoir de Plaisance? Oui. Mais il y en a pas un qui s'appelle le motel de Plaisance, qui est sur le bord de la 132? Ça se pourrait, mais... Ah! C'est genre à Longueuil. À Brossard, pardon. Ah oui, ouais, je sais. Oui, ouais. Hein? Proche du Mais pont. je sais pas si ça va être lui, parce que la mafia va mettre le feu. Non, non! Si seulement j'attendais avant d'ouvrir ma trappe, mais j'aurais toutes les réponses. Peut-être qu'ils l'ont reconstruit après, mais la mafia va mettre le feu pour essayer de brûler Blass dans son sommeil. Puis, ça marche-tu? Il y a 3 personnes qui vont décéder des suites de l'incendie, mais Blass est parvenu à s'échapper. Et c'est à ce moment-là qu'on va lui affubler le surnom de chat, en référence aux 9 vies que possède un chat. Oh! Lui, il a eu droit à un bon surnom, contrairement à tout le monde. Ben, contrairement à Atticus puis Bush. Mais ça n'a pas du tout rapport avec Catwoman puis voler des bijoux. Non. Toi, t'as survécu à un incendie? Hein? Non? Moi? Ben c'est Non. ça, dans ta gueule. Ok, parfait. Je vais faire ça. Mais là, la mafia, elle a pas encore dit son dernier mot. Ok? Parce que c'est la mafia. Non, effectivement. Le 10 octobre, Claude Ménard passe prendre Blass à bord de sa Lincoln pour se rendre chez un carrossier du quartier Saint-Michel. Dès que la voiture s'engage dans l'atelier, on referme la porte derrière Blass et Ménard et 3 tireurs embusqués vont faire feu sur le duo qui n'ont même pas eu le temps de sortir de la voiture. Oh mon doux! Ménard est touché au cou et Blass s'effondre, atteint de 3 balles à la tête. Ménard est cependant toujours conscient et il va parvenir à mettre la voiture en marche arrière et appuyer sur le gaz pour défoncer la porte du garage à reculons pour s'éloigner du guet-apens. Ce qui serait toute une scène dans un film de gangster. Mais je suis stickée sur le fait que, là, je sais que c'est pas là qu'il meurt, mais il vient de recevoir 3 balles dans la tête, le Blass. Oui, il a reçu 3 balles dans la tête. 3 balles dans la tête, puis il a survécu de ça. Oui, parce qu'il y a aucune des balles qui s'est logée dans une zone vitale de la tête. Ben voyons donc! C'est quoi les chances? Très mince. C'est le chat... Slash, il était-tu mauvais, les tireurs de la mafia, ou il était pas mauvais? Il avait bu un petit verre de vin de trop au lunch, là. Ah, ok. Alors, après une intervention chirurgicale à l'hôpital Jean Talon... Oui, bon choix. Richard Blass est en pleine forme et va se présenter à l'enquête préliminaire des 3 tireurs que la police était parvenue à arrêter entre-temps. La tête couverte de bandages, Blass s'approche tranquillement des 3 tireurs, Willy Pomerleau, Rocco Girolamo et Jacques Co. Il les regarde calmement dans les yeux et, théâtral, déclare à la police qu'il ne reconnaît aucun d'entre eux. Ce refus de dénoncer ses agresseurs va lui valoir un immense respect au sein du milieu criminel montréalais. C'est ça que j'allais dire. R.E.S.P.E.C.T., Richard Blass. Et c'est à ce moment que les médias vont commencer à s'intéresser à Richard Blass et que lui va enfin avoir toute l'attention dont il rêve. Ben voyons, ça y a pris 3 balles dans la tête avant que les médias s'intéressent à lui. Maudit médias. Ben, je pense que ça, c'est parce que c'était vraiment un gros coup d'éclat, puis là, les médias ont fait comme « Ah, qu'est-ce qui est arrivé? » Mais là, s'il a refusé de les dénoncer, est-ce qu'il est en train de faire la paix avec la mafia et avec l'amour? T'as dit la blague plus vite que moi. Ah! Je sais pas en tant que tel, mais peut-être plus avec les autres criminels, mais aussi à l'époque, ça l'avait aidé à s'attirer la sympathie du public, justement parce que c'était un peu comme une vengeance contre les anglophones de Montréal. Ah non, pas les maudits anglophones de Montréal. Parce que la communauté italienne parle beaucoup en anglais aussi, donc c'était un petit peu comme une guerre de francophones contre les anglophones. Et maintenant, nous sommes en janvier 1969. Richard Blass et sa bande vont se rendre à Sherbrooke parce que, apparemment, quand je fais des cas, je me ramasse tout le temps à Sherbrooke. Puis en passant, ils ont salué Vincent Lacroix à Magog. Ouais, ils ont fait comme « Yo! Bon ben, salut, salaud! » pour braquer une banque. Ah, nice! Les policiers vont cependant être alertés et Blass va être arrêté après une poursuite dans les rues de la ville.
qui est à ce jour l'événement le plus excitant qu'il y a eu à Sherbrooke. À toutes les fois qu'on dit des vacheries sur Sherbrooke, on se fait ramasser par du monde là, en courriel et tout, là. Faire attention. C'est des taquineries, on vous aime, Oui, Sherbrooke. là, prenez pas ça mal. Nous autres, avec, on est push à Montréal. Riez de nous pour faire changement. Ouais, rien de nous sur le pas de stationnement, Oui. la construction, les Les nids parades, de poule. les feux d'artifice qui bloquent les rues. Toutes les rues barrées pour les piétons l'été où est-ce qu'on peut pas circuler, là. Exact. Donc, allez-y, Voilà. rien de nous, on peut en prendre, on a le dos On a large. le dos pas mal large. Alors, Blas va être envoyé à la prison de Bordeaux en attendant son procès. Nice. C'est pendant cette période d'incarcération que va être abattu son bras droit, Robert Ticu Oh alors, non! par des membres de la mafia. TQ! RIP Ticu. Ah, pauvre TQ! Ah, je m'attendais pas à ça. Je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ce que des hommes du crime organisé meurent pas. Je sais pas pourquoi je suis surprise, en fait, mais... Oh non, TQ! Oh non, attachez-vous pas trop au personnage, les amis. C'est comme quand tu commences à regarder un film de mafia, faut pas que tu t'attaches aux gens. Oh non, Ticu, c'était mon bref. Moi, c'était mon préf. Là. Et là, on va commencer la partie de la vie de Richard Blas où il n'arrête pas de filer entre les doigts des policiers. Nice. Le 17 octobre 1969, Blas était en route vers le palais de justice de Montréal à bord d'une fourgonnette de transport. À l'intersection des rues Berry et Sauvé, les 9 prisonniers à bord vont parvenir à maîtriser le chauffeur et les gardiens à l'aide d'une arme que l'un d'entre eux avait subtilisée. Si Blas et ses acolytes parviennent à s'évaporer dans les rues de Montréal, c'est grâce à un coup de fil anonyme que la police va parvenir à localiser Blas qui s'était réfugié dans l'appartement de sa femme sur la rue Fabre. Ben là, c'est pas discret, ça. Voyons donc. Mais là, si ça vous intéresse, son arrestation, elle a été filmée et le footage est inclus dans l'épisode de Tout le monde en Pour parle. vrai. Et c'est assez intense comme arrestation. C'est très musclé. Ben, c'est parce qu'il était... j'imagine qu'il supposait qu'il pouvait être armé et dangereux. Parce qu'il était pas mal dangereux en général, Richard Blas, là. Oui. Moi, je pensais que c'était juste un voleur de banque, mais il avait tué plein de gens, là. Ah oui, il y avait déjà toute une réputation. Alors, la police, il était pas là... il était pas là pour faire une petite visite de plaisance. Non, c'est ça, tu rentres avec tes tasers pis tes bazookas. Ah oui, il défonce les fenêtres avec les crosses de fusil, puis Richard Blas Nice! se fait pogner par le manteau, traîner la face contre le trottoir. Ça fait pas du bien. Non, mais c'est un bon exfoliant. Ouais, après ça, t'en as plus de peau morte. Ah, fini. Alors, Blas va être capturé le lendemain et ramené à la prison de Bordeaux. Mm. Le 30 novembre, Blas se rend au palais de justice pour subir son procès et va susciter l'émoi lorsqu'en pleine salle d'audience, il va sauter sur un des policiers qui avait procédé à son arrestation, l'accusant d'avoir blessé sa femme au moment de l'altercation. Fais pas de mal à ma blonde! Touche pas à ma blonde! Non! Il va même pousser l'audace jusqu'à cordialement inviter le policier à venir se battre avec lui dans sa cellule, main à main. À 4 heures au Racabessic. À 4 heures au Racabessic. Hey, parle-moi de ça, un homme qui défend l'honneur de sa femme de même. Hey, ça, là, Hey, 10 c'est sur 10. romantique. C'est la romance. Et là, quand on l'a cueilli chez sa femme en 1969, Blas va également faire la connaissance de son ennemi numéro 1, Albert Lisacek, un policier dur à cuire que l'on surnommait le Kojak québécois. C'était un policier aux méthodes peu orthodoxes. Il était mon Dieu. toujours armé d'une mitraillette modèle 1927. Pardon? Ben voyons donc. C'était l'arme prisée par les mafieux de Chicago à l'époque. Et pour la petite anecdote, selon un article que j'ai lu, il était toujours armé de sa mitraillette, mais il aurait tiré une seule fois par accident. OK? Parce qu'il y a un chien qui a jappé puis il a fait le saut. Paraîtrait qu'il se serait juste enfargé puis qu'il aurait accidentellement tiré une balle par terre. Peu importe, moi, les policiers qui se promènent casual avec une grosse mitraillette, je trouve ça bien ordinaire. Mais ça tombe bien pas de bon sens. OK. Honnêtement, j'ai l'impression que Montréal, à cette époque-là, c'était comme un film constant. Ouais, ouais. Les policiers et les méchants étaient des personnages à part entière. Là, on est rendu en quelle année, là? 1969. C'est même pas encore la crise d'octobre. Attendez, la crise d'octobre! Là, ça va venir rough. Les tanks à Montréal. T'as devancé mon histoire! Oh non! Oh, j'excuse. Mais non, c'est pas grave. Je t'aime pareil. Dans Tout le monde en parlait, Albert Lisacek va raconter une anecdote où,
suite au procès de Richard Blass, il devait le transférer dans une prison de Sherbrooke à bord d'une voiture. Blass, qui voulait alors jouer au tough, va affirmer à Lisacek, quand ils sont arrêtés à lumière rouge, que ses complices vont venir attaquer le véhicule pour le libérer. Nice. Et là, Lisacek, comme si de rien n'était, raconte à la caméra qu'il s'est retourné, qu'il a mis son fusil sous le nez de Richard Blass et lui a dit que « Si ça arrive, Richard, je te flambe la tête puis après je me défends. » Mon Dieu, est-ce qu'il venait de l'Acadie? C'est quoi cet accent-là? C'est un anglophone d'origine polonais puis c'est à peu près ça son accent. Ah, ok. Bon, ben, ok. Il y avait pas froid aux yeux, comme qu'on dit. Il était dans Lethal Weapon. Il était moche. Alors Blass aurait arrêté de rire, et moi aussi, parce que what the fuck? Alors le procès de Blass va cependant pas se dérouler comme Blass l'avait espéré. Il était représenté par Frank Chouffé, un jeune avocat qui ressemble vraiment beaucoup à Elvis Gratton. Vous googlerez ça ou je le mettrai sur nos réseaux sociaux. Et Frank Chouffé avait réussi à faire un deal avec la couronne. Richard Blass va plaider coupable aux accusations, à condition qu'on ne l'accuse pas d'être un criminel d'habitude. Oh! Donc, ça réduirait un peu sa sentence. J'imagine que ça voudrait dire que... Ah, mais il plaiderait coupable, anyway. Parce que d'habitude, il ferait ça s'il y avait un procès pour pas qu'il mentionne ses autres crimes devant le jury, pour pas... comme que sa peine soit amplifiée, là, mettons. Mais là, il y aura même pas de jury, anyway, il a plaidé coupable. OK. Ouais. Là, il veut juste être jugé pour le vol de banque. C'est juste par principe. Ouais. Faut faire les choses par principe dans la vie. Et là, le juge était au courant du deal qui s'était fait entre la couronne et la défense. Mais le juge va décéder quelques jours avant la tombée du verdict et l'affaire va tomber à l'eau. Blass risque maintenant la prison à vie et il se sent trahi par le système de justice québécois. Bon, mais le gars, il est mort. Blass, come on, c'est pas de la faute à personne, le gars, il est mort! Mais le nouveau juge, ça l'intéressait pas, le deal. Ben oui, mais là... Hey, il y a des choses dans la vie, là, que c'est hors de ton contrôle, puis il faut t'apprendre à laisser aller, Richard, là. Je te dis, respire par le nez, là, sniff tes huiles essentielles, allume ta petite chandelle d'aromathérapie, là, ça va bien aller. Mais là, Catherine, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, nous sommes maintenant en 1970, et il va arriver quelque chose au Québec. Le mois d'octobre, qui arrive tous les ans. Exactement. Inévitablement. La crise d'octobre. Ah! Tu pètes! Eh oui! Alors, James Cross et Pierre Laporte sont enlevés par le Front de libération du Québec. Fake news. Et on rentrera... et on rentrera pas dans les détails parce que Catherine et moi, on prévoit éventuellement vous faire un épisode là-dessus ou des épisodes là-dessus, puisqu'on va s'entendre, c'est assez gros comme histoire. Ouais, c'est la principale raison pour laquelle on n'a pas encore fait une histoire là-dessus, parce que c'est vraiment magistral. Oui, marquez pas vos calendriers, ça va arriver un jour. Ça va peut-être arriver en octobre. Ça serait magique. Ça aurait pas rapport parce que ce serait même pas l'anniversaire de, mais quand même. Ça va arriver un jour. Comme ça va arriver un jour que mes voisins arrêtent de marcher dans les marches. Arrêtez de marcher dans les marches. Arrêtez de marcher, là! Richard Blass décide de tourner la situation à son avantage en tentant de faire un deal avec le directeur de la prison. Il lui offre de kidnapper et de torturer des FLQistes qui avaient été arrêtés en échange de la libération de James Cross et Pierre Laporte. Blass est même prêt à tuer s'il le faut. Quoi? Mais est-ce qu'il est en prison à ce moment-là? Oui, il est en prison, puis les FLQistes aussi, quelques FLQistes qui avaient déjà été arrêtés étaient dans la même prison que lui. Puis là, il offre de torturer des gens dans la prison? Oui, il était emprisonné dans la même prison, donc il offrait comme... Les gardes, ils regardent pas trop, puis je pourrais prendre avantage de la situation. On est-tu dans Shawshank Redemption? Qu'est-ce que c'est ça? Okay. Quasiment, moi aussi, j'ai trouvé ça assez étrange. T'essaies de garder un poker face pendant que Richard Blass te raconte ça, là. En plus, Richard Blass, qui voulait beaucoup s'attirer la sympathie du public québécois, il me semble que de torturer les membres du FLQ, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Ben, très honnêtement, je sais pas c'était quoi l'opinion du public sur le FLQ. Non, ben j'en connais un peu, mais je pourrais pas me prononcer, là. Je sais pas si le monde... J'ai l'impression que le monde était de leur bord, mais... Peut-être pas de tout le monde. Ben, peut-être pas quand Pierre Laporte est mort. Spoiler d'histoire! Mais... Spoiler, Pierre Laporte est mort, j'espère que vous étiez pas attaché à ce personnage-là non plus. On l'a mentionné juste une fois, puis il y a un pont à son nom aujourd'hui, ok, c'est correct. Il y a un parc aussi. C'est vrai.
à Saint-Hubert, où j'ai grandi. C'est pas vrai que c'est correct quand on fait des blagues, là. C'est pas correct de kidnapper des gens puis de les tuer. Non, faites pas ça, s'il vous plaît. Faites du tricot, mais kidnappez pas des gens. Partez pas un club de moto non plus, ça aussi, c'est pas une bonne idée. Ah, mon Dieu, on l'a appris. Les marmottes assoiffées. Mais Albert Lisacek, lui, il voit clair dans le jeu de Richard Blass et il sait que celui-ci tente seulement un coup de publicité. Encore une fois, un deal qui devait venir en aide à Blass va tomber à l'eau. Mais Lisacek, pour sa part, en bon policier non orthodoxe, il va parvenir à arrêter les FLQistes Jacques Rose et Francis Simard qui s'étaient cachés en dessous d'une fournaise dans une maison à Saint-Luc et ce, sans l'aide de Richard Blass, tout seul comme un grand. Mais comment Lisacek a appris l'affaire de Richard Blass qui essaie de faire un deal avec le directeur de prison? Le directeur de prison avait contacté l'avocat de Richard Blass, Franck Chouffé, et Albert Lisacek parce que c'était Lisacek qui avait été en charge de l'arrestation de Richard Blass. Ok, je comprends. Puis c'est Lisacek qui a dit au directeur de prison comme non, on fait pas ça, là, franchement. Ouais, fait que le directeur de prison était intéressé par le deal. Ok. You do you, directeur de prison. Écoute. Je vais avoir ses raisons. Mais là, on est en 1974. Et Blass prévoit un nouveau Prison Break! Yes. Mais celui-là, il est un petit peu plus classique, si vous avez déjà regardé des films de prison, là. Le 21 juin, accompagné de 4 autres détenus, Blass va se cacher dans un chariot à linge sale afin d'attaquer les agents correctionnels et le chauffeur du camion de buanderie. Et oui! Classique! Comme dans The Shape of Water, mais sans le Monsieur Poisson weird. Ah! Est-ce qu'on sait c'est qui les autres criminels? Non. Ok. 4 autres qui étaient disponibles ce soir-là. Il y avait rien d'autre à faire. Il y avait rien de bon à TV. Comme ça. Il était à le quelle Canadien prison? jouait pas. Il était encore à Bordeaux? Non, là, il est à Sherbrooke, je pense. Ok. Je me demandais si ça recoupait le cas que j'allais te raconter tantôt, mais les gars, tantôt, ils étaient à Sainte-Anne de... Non. Sainte-Anne-des-Plaines? Sainte-Anne-des-Plaines. Définitivement pas celle-là. C'est pas là. Non, c'est ça. Alors, les 5 hommes vont parvenir à s'échapper, mais encore une fois, Blass est recapturé le lendemain dans une maison de la rue Boyer, dans le nord de Montréal, grâce à un coup de fil anonyme placé à la police, encore une fois. Fait que là, je dis ça de même, Richard, arrête de faire des stories Instagram quand tu te sauves de prison, là, c'est pas une bonne idée. Il est pas bien entouré, il se fait stouler par tout le monde. Ouais. Alors, Blass est de retour en cours, mais cette fois-ci, il va être accompagné de 5 agents correctionnels qui sont armés jusqu'aux dents. Mais là, Blass, il a pas dit son dernier mot. Okay. La même année, il va mettre en place son 3e plan d'évasion. Mais voyons donc. Et cette fois-ci, il va avoir l'aide d'un autre criminel notoire, Jacques Mérine. Oh! OK. Encore une fois, on rentrera pas trop dans les détails parce que vous nous l'avez demandé et ça va venir un jour. Un épisode sur Jacques Mérine. Le 23 octobre 1974, jour de son anniversaire. Puis là, au début de l'épisode, j'avais dit 24 octobre parce qu'il y a des articles qui disaient 24 octobre, il y a des articles qui disaient 23 octobre. Mais ça change-tu son signe astrologique? C'est ça qui est important dans la vie, on le sait. Non, me semble pas que ça change son Non, signe hein? astrologique. Ben d'abord, c'est pas important. 23-24. Pareil, même affaire. Même combat. Fait que, bonne fête Richard. Il va recevoir une visite de son fils Yves. Et le jeune garçon va être accompagné d'une femme, qui est comme l'adulte qui l'accompagne. Mais ce que le petit Yves ne sait pas, c'est que cette femme qui l'accompagne, c'est Jocelyne Derèche, la maîtresse de Jacques Mérine, et que celle-ci a 3 fusils dans sa sacoche. Dans sa brassière. Non, ça c'était le modus operandi de... Dans son péteux. de Monica la mitraille. Oui. Tu sais, les femmes, on a une petite poche de plus que tout le monde. Ah. Alors, elle avait 3 fusils dans sa sacoche qu'elle va distribuer à des prisonniers qui vont prendre des otages et Richard Blass va profiter de l'altercation pour se sauver à bord d'une rutilante Thunderbird qui l'attendait à l'extérieur, moteur en marche. Oh, c'est la classe. C'est la grande classe. Y a-t-il quelque chose de plus années 70 que ça? Très peu de choses de plus années 70 que ça. Sauf le disco. Ah, il y a des Bee Gees qui jouaient dans la Thunderbird. Oui! Les Bee Gees à la radio. Yes! Alors, Blass est parvenu à s'enfuir pour la 3e et dernière fois et va devenir le criminel le plus recherché du Canada. Mais là, Blass, il va profiter de sa cavale pour régler des comptes par l'intermédiaire de son avocat Franck Chouffé, qui a dû prendre une pause pour ajuster son toupette. Oui, oui.
il va écrire au solliciteur général et exiger que l'on permette à des journalistes de visiter l'unité spéciale de correction du pénitencier Saint-Vincent-de-Paul, d'où il venait de s'évader, pour dénoncer les conditions de détention. Ouais. Si sa demande est refusée, il menace qu'il va tuer des personnes innocentes au hasard. Contre toute attente, Warren Almond, qui était le solliciteur général, va céder aux demandes de Blass et des journalistes vont pouvoir visiter Saint-Vincent-de-Paul. OK. Et Richard Blass va en profiter pour améliorer un petit peu son image auprès du public qui s'entiche un petit peu de l'ennemi public numéro 1, qui le perçoit comme une sorte de Robin des Bois avec les cheveux gras. Qui menace une fois de temps en temps des abattre en rue. Mais là, si les journalistes y ont pu faire leur petite sortie d'école secondaire au pénitencier, les conditions de vie des détenus ne se sont toujours pas améliorées. Ah. Alors Blass va décider de mettre sa menace en action. Le 30 octobre 1974, Blass et un complice, Edgar Roussel, vont débarquer au bar Le Gargantua, un revolver dans chaque main, parce qu'apparemment il est ambidextre. Il va s'approcher d'une table où sont installés Raymond Lorrain et Roger Lévesque, des anciens complices de Blass, que Blass soupçonne d'être responsable de son arrestation. Oh non, des maudits stools! Les maudits stools. Oh! Alors Blass va abattre les deux hommes de sang-froid avant de quitter le bar. Ce sera cependant pas la dernière visite meurtrière que Blass va faire au bar Le Gargantua. Oh non! À ce moment, Claude Poirier, qui est en entrevue à Tout le monde en parlait, raconte que Blass était maintenant une bête en liberté qui tuait sans motif. Il cherchait plus à se venger du système de justice québécois ou de la mafia, il tuait tout simplement parce qu'il en avait envie. Et c'est sa soif de violence qui va atteindre son apogée quelques mois plus tard. Et là, petit avertissement pour la suite. Pour les claustrophobes et les gens qui ont une phobie des incendies comme moi, vous voulez peut-être passer la prochaine minute. Puis là, quand je dis les incendies, c'est pas le film de Denis Villeneuve ou la pièce de Wajdi Mouawad. Moi, j'ai une phobie de la pièce de Wajdi Mouawad. Oui, j'allais dire, je pense que tout le monde a peut-être une petite phobie de Wajdi Mouawad dans Catherine. Juste un peu... Je vais fermer mes oreilles pour la prochaine minute. Le fouet! Le fouet! Alors, on est le 21 janvier 1975. À 1h du matin, sur la rue Beaubien, à Montréal, le bar Gargantua est englouti dans un immense brasier. Oh non. Dans les journaux, on va parler du règlement de compte le plus crapuleux de l'histoire de Montréal. Avec l'intention de se débarrasser de tout témoin potentiel du double assassinat de Raymond Lorrain et Roger Lévesque, Blass retourne sur les lieux de son crime et, après avoir abattu le tenancier du Gargantua, il va séquestrer les 13 clients qui s'y trouvaient ce soir-là dans une petite pièce où l'on entreposait des caisses de bière. Oh non. Il va cadenasser la porte et la barricader avec un jukebox. Et là, les 10 hommes et les 3 femmes, ils avaient absolument rien fait de mal. Ils étaient juste au mauvais endroit, au mauvais moment. En entrevue, à Tout le monde en parlait, le lieutenant Maurice Labarre du service d'incendie de la ville de Montréal se rappelle de la tragédie. C'est lui qui a découvert les 13 cadavres empilés dans la minuscule pièce. Selon lui, les 13 victimes n'ont rien pu faire d'autre qu'attendre la mort. La pièce était trop petite, il était impossible de bouger les caisses de bière qui leur bloquaient le passage. Oh. Les caisses étaient faites en bois et elles auraient pu être utilisées pour défoncer la porte, mais ça aurait été impossible. Il n'y avait pas assez de place pour permettre à une personne de lever et de balancer la caisse contre une paroi. Oh non. Alors, il n'y avait carrément pas de place pour que tu puisses bouger, tout simplement. Oui. Selon Claude Poirier, Blass n'aurait eu aucune hésitation à tuer ces gens et se serait même arrêté le temps de boire une bière pour s'assurer que le feu avait bien pris. Mais est-ce que... Ben, tu sais, c'est parce que c'était pour se débarrasser des gens qui auraient pu être témoins de la mort de choses, là. Mais... Ils savaient pas si c'était eux? Non. Je veux dire, à la limite, peut-être le tenancier du bar, oui. Mais ces 13 personnes-là, je veux dire, oui, des fois, dans des bars, il y a les habitués de la place. Ouais, mais quand même, il y avait pas le moyen de savoir si c'était eux ou non. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé d'un règlement de compte crapuleux. Ces personnes-là, il n'y a aucune manière de savoir s'ils étaient vraiment liés à cette affaire-là. Ils sont morts probablement pour aucune raison. Oh, c'est épouvantable. Puis moi qui ai une immense phobie des incendies, ça a vraiment été le moment où est-ce que ma sympathie pour Blass a comme pris le bord. Ouais, je comprends. Et là, la police va redoubler de moyens pour mettre le grappin sur Blass. Tous ceux et celles qui étaient soupçonnés d'avoir des contacts avec Richard ont été placés sous filature. Mm-hmm. Parmi eux,
Benoît Vinet, le chauffeur personnel de Richard Blass. C'est grâce à lui que l'escouade de filature de la police de Montréal va parvenir à localiser le chat dans un chalet de Val-David, peut-être à proximité du village du Père Noël, je sais pas, c'était pas mentionné. Probablement, oui. Les gens de Val-David, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à voir à Val-David? L'été, tu peux faire du rafting, mais là, on est en hiver. Oui. Il y a pas... Ah non, ça, c'est Saint-Jean-de-Matha, les Oui, c'est ça, j'allais dire, des glissades sur tube. La glissade sur tube! La glissade sur tube! Hein? Alors, 3 jours se sont écoulés depuis l'incendie mortel du Gargantua, quand une escouade mixte réunissant des agents de la SQ et de la police de Montréal, nommée La Frappe. Je pensais que c'était une escouade mixte parce qu'il y avait des femmes, mais who are we kidding? En 1975, il y avait clairement pas de femmes. T'es tellement naïf! Je suis tellement de mauvaise foi envers la police! Il aurait pu se péter un ongle en tirant un fusil, voyons donc! Il y avait pas d'affaire, là, voyons! Il aurait pu se dépeigner! Ah non, mais ma permanente! Alors, la frappe encercle le chalet où s'était réfugié Richard Blass avec sa nouvelle copine, Lucette Smith, ainsi que son chauffeur Benoît Vinet et Ginette Charon. Il est 4h30 du matin. Parmi les policiers présents, c'est Jean Dagenet qui s'approche le premier, porte-voix à la main. Il est accompagné de Marcel Lacoste, Jacques Durocher et notre fameux Albert Lisacek. Yes! Ils sont tous armés de mitraillettes. Dagenet somme Blass de se rendre, mais rien ne se passe. Après une brève attente, Marcel Lacoste tente de défoncer la porte d'entrée avec son pied, mais il va finir par briser une fenêtre à l'aide de la crosse de sa mitraillette et pénètre dans le chalet. Okay. Suivant les conseils de Blass, Lucette Smith se rend, les mains en l'air, en s'identifiant. Les policiers lui demandent si Blass est là. Blass aurait alors répondu lui-même par l'affirmative, demandant qu'on lui laisse un instant pour qu'il puisse mettre ses pantalons avant de sortir de sa chambre. Ben, c'est ça, j'allais dire. Il est 4h30, là, il dorme, là. Oui, il fait dodo. Là. Si la police se débarquait chez nous à 4h30 du matin, il ferait le saut en esti, là. Il n'est pas habillé. Donnez-moi 2 minutes de mettre ma robe de chambre. Mes petits patoufles. Mes pétoufles. Attends, je vais boire un petit verre d'eau, là. Ma gorge est chièche. Je vais enlever mes bigoudis. Mon petit masque pour les yeux, là. Oh oui, ton petit masque! Mais là, la suite, elle est pas mal floue. Selon Lisacek, Blass serait sorti de la chambre armé d'un pistolet. Aussitôt, les policiers présents ont vidé leur mitraillette sur Blass, qui s'effondre. À l'âge de 29 ans, Richard Blass, alias le chat, est mort, transpercé par 27 balles tirées par les policiers. Il avait juste 29 ans. Il avait juste 29 ans. C'est mon âge, ça! Comme Monica Lamitraille, qui avait 27 Mon ou 29 au moment de sa mort. Je pense que j'ai pas assez vécu dans ma vie. C'est pas des longues carrières, le crime organisé. Non, c'est ça. Comparativement à ces criminels notoires-là, j'ai pas vécu grand-chose, me semble. Moi aussi, j'ai fait le saut, parce que les dernières photos de Richard Blass, j'y donnais comme 43 ans. Ouais, moi aussi. Hein. Mais j'avoue que moi aussi, j'ai pas beaucoup vécu. Puis j'ai vraiment une bonne crème hydratante aussi. Ouais, moi aussi. Je mets de la crème solaire. Ouais, c'est très important, la crème solaire. Mm-hmm. Mais là, selon d'autres rapports, l'arme que Blass avait à la main quand il est sorti de sa chambre, c'était une paire de chaussettes. Oh non! Et plusieurs rapports semblent confirmer que Blass n'était pas armé au moment de sa mort. Mais dans tous les cas, vider 3 mitraillettes sur un gars qui a un pistolet, c'est un petit peu un overreaction, là. C'est un overkill, oui. Oh ouais. En entrevue quelques jours après la mort de son client, l'avocat Frank Choufi conteste le rapport des policiers puisque ceux-ci affirment que Blass est sorti de la chambre un pistolet à la main droite. Mais Blass était gaucher. Oh! En plus, le pistolet qui a été saisi au cours de l'enquête ne montre aucune empreinte digitale de Blass. Claude Poirier corrobore également cette version des faits. Selon lui, Richard Blass était encerclé. Il n'aurait pas pu s'en sortir et il était assoiffé de publicité bonne ou mauvaise. Selon lui, ça aurait fait plus de sens que Blass profite de cet événement pour s'adresser aux médias. Ben absolument. Donc, selon Poirier et Chouffé, les policiers se sont rendus au chalet de Val-David avec la ferme intention de mettre fin à la saga de Blass une fois pour toutes. Richard Blass n'aurait pas eu la chance de se rendre, tout simplement. Anyway, ouais. Pour citer Claude Poirier, Jacques Mérine, on y a fait son procès dans la rue, et Richard Blass, on y a fait son procès dans un chalet de Val-David. Oh. Et là, pour mettre la mort de Richard Blass en contexte,
À l'époque, le gouvernement fédéral tentait de faire passer des lois pour introduire une réforme dans la manière qu'on traitait les accusés, pour que leurs droits soient respectés au moment de leur arrestation. La mort de Richard Blass est donc franchement embarrassante pour les forces de l'ordre, qui tentaient de nettoyer leur image et, d'une certaine manière, donnent raison à Richard Blass qui avait tenté de communiquer au public les conditions déplorables dans lesquelles vivaient les prisonniers à l'époque. Ouais, c'est ça. Puis là, pour se distancier de l'affaire, les supérieurs de Lysáchek vont tenter de le transférer à un poste dans une province du Nord, pour citer l'article « An Arctic Outpost ». Lysáchek va cependant refuser cette, ouvre les guillemets, promotion, ferme les guillemets. Ouais. Ça ne tentait pas d'arrêter les pingouins. Non. Ils portent des masques. Oh, les mains! Oh, un petit pingouin, puis là, il drop son poisson. Cute! Oh! Et Lysáchek va plutôt être assigné à un job de bureau jusqu'à sa retraite en 1981. Ah, ben là. Et là, surprise, le policier qui tenait mordicus à sa version des faits a fait un aveu choquant à un journaliste de CTV en 2010, à peine 2 ans avant sa mort. Blass, il avait bel et bien une paire de chaussettes dans les mains quand il est sorti de sa chambre. Il n'était pas armé quand il a été abattu par les policiers. Je sais pas comment réagir, parce qu'il était pas exactement gentil, Richard Blass, mais c'était quand même pas correct, là, ce qui est arrivé. Non, c'était pas une bonne personne, Richard Blass, mais ça nous amène quand même à nous questionner sur la manière qu'on traite les criminels. C'est pas chill, la police, c'est pas chill. Pas chill! C'est pas chill du tout. Puis en plus, on va se rappeler des poseurs de tapis de Roqueforêt. Oui. Never forget. Je me souviens, comme disent nos plaques d'immatriculation. Plaques de char. Nos plaques de char! Maintenant, il y a un doute qui plane encore sur le nombre réel de victimes qu'a fait Richard Blass. Il est soupçonné d'avoir commis une 20aine d'autres meurtres, mais il n'a jamais été formellement accusé, faute de preuves. Sa mort, comme celle de Monica Lamitraille, va aussi marquer le déclin d'une époque où les braqueurs de banque régnaient sur Montréal. Puis là, si cette époque-là vous intéresse, je vais vous recommander d'écouter notre épisode sur Monica Lamitraille, l'épisode 15, où on vous avait parlé un petit peu du contexte historique où Montréal, dans les années 60, un vol de banque, c'était quelque chose qui arrivait pas mal à tous les jours. Mm-hmm. Et, fun fact, à l'époque, Montréal, c'était considéré comme la 2e ville la plus dangereuse en Amérique du Nord, juste après New York. Yes. Et si vous aimeriez en avoir encore plus après cet épisode, sachez qu'une bande dessinée, Blass, le chat sur un toit brûlant, devrait bientôt paraître aux éditions Glénat. Oh, Et nice. elle a été écrite par Michel Viau, qui est un auteur qui m'a aidé à écrire un cas que vous allez pouvoir écouter dans quelques semaines, mais que je vous ne révélerai pas tout de suite pour garder la surprise. On va pas gâcher des punchs. Non, on ne divulgage rien. On ne divulgage rien. Alors voilà, c'était mon épisode sur Richard Blass, le chat de Rosemont. Ah, je suis très déçue qu'il n'était pas un voleur de bijoux comme Catwoman, mais en même temps, bon, chacun a droit à son vécu, c'est correct, je comprends. Bon, c'est ça. On aura un autre jour des voleurs de bijoux comme Catwoman. On va trouver des voleurs de bijoux. Si vous connaissez un voleur de bijoux montréalais, écrivez-nous unpeudecrime@gmail.com. Ça nous intéresse. Oui, ça nous intéresse parce que là, c'est ça, on essaie de varier les cas le plus possible, puis des fois, on fait des affaires ben tristes, puis des fois, on fait des affaires ben pas tristes. Puis là, c'était comme un bon entre-deux. Avec des vols, mais aussi plein de meurtres. Fait que, juste assez déprimant. Des meurtres de mafieux. Des meurtres de mafieux, qui est une catégorie à part de meurtres. Que, merci beaucoup, Audrey, pour l'histoire de Richard Blass. Moi, je ne connaissais absolument rien sur Richard Blass. J'avais même pas googlé sa petite face. Ce que j'ai fait pendant l'épisode. Je connaissais pas grand-chose. Je savais que dans la super série Le Négociateur... Oh non, avec Frédéric de Grandpré. Avec Frédéric de Grandpré, un martini pour Noël. Qu'il y avait un personnage inspiré par Richard Blass qui était joué par Éric Lapointe. Oh non! Ah! Ben, ça m'étonne pas tant. Mais. C'est quand même un bon casting. C'est que... On n'est pas en train de... Oui, oui. Je ne défends pas Éric Lapointe, je vais juste dire... J'avoue que je regarde une photo de Richard Blass, puis c'est un bon casting. C'est quand même un bon casting. Je suis juste d'accord. Ils ont la même vibe. Que, merci beaucoup, Audrey, pour cette histoire de crime. Histoire de crime. De l'époque classique de tous les vols de Banque de Montréal. De l'époque des gangsters. De l'époque des gangsters de Montréal.
Alors, merci beaucoup tout le monde à la maison d'avoir été avec nous. Alors, nous allons enchaîner vers les 2 minutes de babine. Et si ça ne vous intéresse pas, eh bien, nous vous disons au revoir. Jusqu'à la semaine prochaine. Si vous avez des commentaires, comme d'habitude, vous pouvez nous écrire un peu de crime à gmail.com. Si vous avez des plaintes à nous faire aussi, vous pouvez le faire un peu de crime à gmail.com. Ou sinon, nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On répond relativement rapidement à nos messages sur Facebook et sur Instagram. Et on est toujours très heureuse d'avoir des nouvelles de vous et de savoir si vous aimez notre contenu. Ça nous encourage à continuer à faire ce podcast que nous faisons de manière bénévole. Mais avec beaucoup de plaisir. Mais avec beaucoup de passion et de joie de vivre. Alors, on espère que vous avez apprécié cet épisode et on vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode d'Un peu de crime dans ton café. Et maintenant, place à une histoire sordide de District 31 avec les 2 minutes de babine. 2 minutes de babine. OK, partner. Ouais, mon chum. Là, j'ai une histoire à te conter. Là. Oh my God. Mais Attends, ça a l'air absurde, mais faut pas que tu ris. Oui. Je prends ma tasse du SPGM et je sipe mon Vas-y. café. Vas-y. Si je ris, je vais m'étouffer. OK, parfait. Essaie de pas t'étouffer trop fort dans ton micro. Parce que je vais te raconter quelque chose qui a pas l'air sérieux, mais je te jure que ça l'est. Je suis C'est prête, mon l'histoire chum. d'un vieux monsieur. Un vieux monsieur qui se présente au SPGM pour parler à quelqu'un. On dirait le début d'une joke. Fait qu'il l'envoie à Hélène Bourgeois-Leclerc, Oh, je l'aime. qui est une enquêteur... Ouais, qui est enquêteur au crime sexuel. Oh. Puis, par hasard, le monsieur vient parler justement d'un crime sexuel. Ah ben. C'est un vieux monsieur qui vit dans une résidence de personnes âgées, puis il raconte à Hélène Bourgeois-Leclerc que lui, il a entendu des rumeurs à propos d'une petite préposée aux bénéficiaires qui arrondit ses fins de mois en faisant des petites branlettes au vieux monsieur dans la résidence. Lui, il l'appelle la branleuse. Puis là, Hélène Mais Bourgeois-Leclerc, quel elle essaie surnom! bien fort de pas rire, tu sais. Puis là, elle est comme, mais là, monsieur, c'est parce que c'est des accusations sérieuses, là, ça. Puis il est comme, ouais, mais c'est parce que c'est sérieux, là, ça va scraper des ménages, hein. Les petites madames dans le bloc sont pas contentes que leur mari il se fasse faire des petites branlettes par la branleuse. Mais je veux dire, Hein? si c'est entre adultes qu'on s'entend, en quoi c'est le problème de la police? Ça va briser des ménages, OK? Je sais pas pourquoi. Je veux dire, la police n'est pas responsable de l'ordre dans nos mariages, là. La police est responsable de l'ordre dans nos mariages. Fait que là, Hélène Bourgeois-Leclerc, n'écoutant que son courage, décide Ah. d'enquêter. Fait Sur que la là, branleuse. sur la branleuse. Fait qu'ils vont poser des caméras cachées dans une pièce de où est-ce que c'est censé se passer, là, ces petites branlettes-là. Là. Ils vont faire de l'écoute électronique illégale. Ils vont faire de l'écoute électronique illégale, puis là, Ah. ils la pognent en flagrant délit, la petite branleuse. Ils la pognent en flagrant délit de branlette de vieux monsieur. Oh non! Mhm. Il Fait la que pogne là- dans une position compromettante. Dans une position très compromettante. Fait que là, ils l'amènent au poste de police. Puis là, ils disent, mademoiselle, on a entendu parler de vos services, Mademoiselle, garde tes mains pour toi. de prostitution. Puis là, la fille, elle dit, mais c'est pas de la prostitution, je fais juste donner du plaisir aux gens. Ben, C'est du entertainment! c'est du... c'est du spectacle, c'est du divertissement. Fait que là, Viens voir les comédiens! la fille, elle comprend pas que ce qu'elle fait, c'est de la prostitution, puis elle fait juste donner un service en l'échange de un petit peu d'argent pour arrondir ses fins de mois, tu sais. Ah. Mais là, Et les loyers à Montréal, là. mais là, le loyer à Montréal, ça coûte cher, écoute, puis si t'es bonne avec tes mains, bon, faut bien que tu te rendes utile, hein, des fois. Puis les vieux monsieur avec la retraite, là, Partez-vous à un side hustle, là. C'est bien correct si vous avez du talent, là. ben, c'est bien correct parce que finalement, la fille, je pense qu'elle a pas été accusée formellement, puis ils ont juste comme fait un avertissement, puis elle a quitté sa job. Fait que là, après ça, elle était plus à la résidence de personnes âgées, puis là, toute l'histoire du vieux monsieur était finie. Mais le vieux monsieur, il est revenu plusieurs autres fois pour jaser avec Hélène Bourgeois-Leclerc de plein d'autres styles d'affaires qui se passaient dans sa maudite résidence de personnes âgées, que je vais vous conter dans un prochain 2 minutes de babine. Mais ça, c'était, pour l'instant, il vient spill l'histoire the de la tea! petite branleuse Ah. du CHSLD. Et du monsieur qui spill the tea à Hélène Bourgeois-Leclerc. Et du monsieur qui spill de tea à Hélène Bourgeois-Leclerc à propos d'une affaire qui ne concerne nullement la police. Absolument pas. Ah, c'est vrai, puis à la fin, on apprenait que, finalement, il avait stoulé la petite branleuse parce que la petite branleuse, elle avait refusé d'y faire des branlettes à lui. C'est pour ça qu'il avait stoulé.
Je m'en doutais tellement que c'est ça que t'allais dire. C'était pour ça qu'il l'avait Elle voulait stoulé. pas son argent, il est trop deg. T'es trop deg, monsieur. Ben, elle disait qu'il était Ah. trop deg pis qu'il essayait de pogner les seins. Pis le monsieur était comme, mais c'est pourquoi j'ai jamais fait ça? Fait qu'on on n'a jamais su le fin mot de l'histoire, mais finalement... Non! non! Mais tout le monde s'en est sorti avec un Oh. avertissement, puis personne n'a vraiment été dans le trouble, parce que c'est District 31, les gens sont pas vraiment dans le trouble, jamais. Et tout se règle en 5 minutes et moins. On a donné une petite tape sur la main collante de la branleuse. Ouais, t'es comme, fais pas ça. Non, en fait, elle mettait des gants. Ah! On la voyait Comme faire dans Série dans Noire. l'émission. Pareil comme dans Série Noire. Non, Ah. c'est ça. Moi puis mon chum, on se demandait si c'était des pratiques communes dans le milieu des branlettes de CHSLD. On veut pas le savoir, écrivez-nous pas pour nous le dire. Non, si vous travaillez dans un CHSLD, merci de pas nous en parler. C'est correct, faites avoir vos secrets. C'est une question rhétorique, c'est ça. On veut pas C'est vraiment du savoir tea, ça. vous pouvez garder votre tea. Le tea est trop hot pour nous, on veut pas... on veut pas le boire. On a mis le coffee. Ah ouais. Fait que c'est ça que j'avais à te conter cette semaine, partner. L'histoire de la branleuse de la résidence de personnes âgées. Hey, c'était toute une histoire, mon chum. Yes. Et je te dis que le monde sont occupés au district 31. Hey! C'est le fun, il n'y a pas de crime, on peut juste s'intéresser à ça. Il y a rien d'autre d'intéressant à résoudre. Alors, c'était vraiment intéressant. Merci, partner. Ça fait plaisir. Mais c'est une chance que c'était Hélène Bourgeois-Leclerc et non Poupou ou Jean-Loup, parce que ça aurait été le festival des mauvais jeux de mots, pis de... Ouais. Eux autres avaient des affaires plus importantes à faire, mettons. Ah! Mhm. Enquête sur la mafia. Il enquête pas sur la mafia, il enquêtait sur une histoire d'un kidnapping de petits garçons, puis je vais te conter ça Ah, une autre Théo fois. Gauthier! Théo Gagnon! Théo Gagnon, excuse. Mhm, Je me suis trompée de mhm, nom manger. Alright! mhm. Ben, c'est ce qui conclut les 2 minutes de Babine. On espère Yes. que vous avez aimé ça à la maison. Yes. Restez des nôtres et on va vous raconter un autre plotline de District 31 la semaine prochaine. Alors jusque-là, restez chez vous en sécurité Ouais. et on vous dit 10-4. 14 partner. 10-4 mon chum.